La Côte d'Ivoire et le Portugal approfondissent leurs relations. Les deux pays ont signé 5 nouveaux accords de coopération, un acte qui se situe dans le cadre de la visite du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan au Portugal. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire se renforcent. 203 sous-officiers d'actifs ont intégré leur rang. Il s'agit de la 29e promotion générale de brigade Firmin d'Eto-Leto. La cérémonie a eu lieu au 1er bataillon d'Akouidou. En santé, nous nous intéresserons aux apnées du sommeil. Bon nombre d'hommes et de femmes en souffrent dans le monde. La maladie est peu connue. Une formation est en cours à l'université Félix Houphouët-Boigny pour instruire les pneumologues. À l'étranger, en Libye, des combats opposant forces loyalistes et les terroristes du groupe État islamique ont fait au moins 34 morts et 100 blessés du côté des forces pro-gouvernementales. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan séjourne depuis hier au Portugal. Il effectue dans ce pays une visite officielle à l'invitation de son homologue portugais. Une visite pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Ce matin, 5 accords ont été signés dans les domaines du transport aérien et de l'enseignement. Le point de notre envoyé spécial au Portugal, Sylvie Touré. Desculpe, mas não falo português. Comme le Premier ministre, ils sont nombreux, les Ivoiriens qui auront l'opportunité de se mettre au portugais. L'enseignement de cette langue figure en bonne place dans les accords signés entre les deux pays. Il faut pouvoir l'enseigner dans nos pays. Et je pense qu'après les accords que nous avons signés en 2015, nous avons donc convenu que nous allons accélérer la formation des formateurs de manière à ce que, lorsque vous reviendrez un jour au Portugal, du Portugal en Côte d'Ivoire, vous allez avoir des Ivoiriens qui vont vous parler le portugais sans problème. L'idée, c'est d'éliminer toutes les barrières susceptibles d'entraver la coopération bilatérale. Premier acte majeur de cette visite officielle, la signature de 5 nouveaux accords, tourisme, diplomatie, culture, enseignement et transport sont les secteurs concernés. L'accord aérien est important parce que nous espérons qu'au final, la suite étape portugaise puisse faire des liaisons entre Abidjan et Lisbonne. Parce qu'il n'y a après tout que 5 heures donc de vol. La Côte d'Ivoire est un pays qui avance très vite. Nous avons une croissance de 9% par an depuis 2012. Et l'ambition du président de la République de Côte d'Ivoire est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Donc il nous faut aller à une croissance encore plus forte, à 10% de croissance, de manière à pouvoir atteindre donc le but qui nous est fixé. Si de l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Portugal, l'on n'a retenu que la cordialité des relations diplomatiques, de leur présent, on retiendrait une volonté commune de dynamisation. Cette visite est très importante dans nos relations. La Côte d'Ivoire enregistre une croissance importante. C'est un moment très important pour les entreprises portugaises. Quoique ayant enregistré une croissance de 2010 à 2014, en passant de 29 à 33 milliards de francs CFA, les échanges commerciaux restent faibles. Les investissements, eux, marginaux. L'attrait politique et économique de la Côte d'Ivoire, conjugué à la nouvelle politique africaine du Portugal, qui élargit ses rapports avec le continent au-delà des pays lusophones, voilà le ferment à l'intensification de la coopération entre les deux pays. Outre des signatures d'accords dans les domaines du transport aérien et de l'enseignement, les deux pays envisagent une coopération interparlementaire à travers la création d'une commission mixte, toute chose qui devrait permettre aux deux assemblées de s'enrichir mutuellement. Pour en débattre, le chef du gouvernement ivoirien et sa délégation, accompagnés par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Portugal, ont été reçus par le vice-président Jorge Lachao, en l'absence du président du Parlement portugais en mission hors du pays. Cette visite du Premier ministre au Portugal constitue un enjeu important pour le pays qui approfondit également ses relations avec la Guinée. Une délégation ivoirienne conduite par les ministres de l'Agriculture et des Ressources animales a été reçue par le président guinéen. Alpha Condé a mis en relief l'intérêt de cette visite de la délégation ivoirienne. On l'écoute.
Si nous voulons diminuer la pauvreté en Guinée, c'est vraiment l'agriculture. Mais pour ça, il ne faut pas seulement l'agriculture vivrière. Bien sûr, l'autosuffisance est nécessaire, mais les cultures d'exploitation permettent aux paysans d'avoir des revenus supplémentaires qui les permettent de faire face aux dépenses scolaires et autres dépenses, etc. C'est pourquoi j'ai demandé à être accompagné non seulement que la Côte d'Ivoire nous fournit des semences, mais qu'il y a aussi une coopération technique parce que la Côte d'Ivoire a des structures très avancées et je suis très heureux parce que lorsque j'ai demandé à mon frère Alassane de m'envoyer des techniciens, il a dit je ne peux pas t'envoyer des techniciens, je te les envoie avec les ministres. Donc je suis très heureux que les ministres qui ont une très grande expérience aient dirigé la délégation et surtout qu'ils étaient accompagnés par les principaux acteurs actuellement du secteur à la fois de l'agriculture et de la pisciculture. Nous espérons donc qu'avec la compagnie de fer ivoirien, nous allons permettre à nos paysans de profiter davantage des richesses que le Dieu leur a données, c'est-à-dire des terres riches, en essayant, en plus du riz, d'avoir maintenant développé la culture de cacao à grande échelle, de café et de palmier à huile aussi. Retour ici en Côte d'Ivoire où s'est ouverte ce matin la 10e Assemblée générale de l'Union des gestionnaires des aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest. Pendant 3 jours, 150 participants vont échanger autour du thème « Aéroports et nouvelles technologies ». Ce sera pour eux l'occasion de réfléchir à l'amélioration des services dans les aéroports africains. Landry Ponou. Niveau de sécurité satisfaisant à 64% et 74% pour ce qui est de la sûreté. Des résultats qui ont valu à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan l'obtention de la certification le 10 avril 2015. Pourtant, plus d'1 an après cette performance, aucun vol direct ne s'est effectué entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. L'infrastructure est apte à recevoir donc des vols. Maintenant, il faut que les compagnies aériennes, qui sont les transporteurs, puissent venir. Et pour ça, il y a un certain nombre de conditionnalités. Il y a des contacts qui ont été pris et je pense que ce sont des choses qui vont, avec l'appui du politique, assez rapidement permettre d'accueillir effectivement les vols au départ et à destination des États-Unis. Des préoccupations propres à la Côte d'Ivoire, mais dont la solution pourrait servir d'exemple à d'autres pays. C'est cet échange d'expériences issues des fortunes diverses qui a favorisé la première rencontre informelle des gestionnaires des aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest en 1998. 18 ans plus tard, ils sont 150 à se retrouver à Abidjan dans le cadre de la 10e Assemblée générale de leur union formalisée en 2007. Au centre des discussions, l'utilisation des nouvelles technologies. Le thème qui a été retenu montre une fois de plus que les gestionnaires d'aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre doivent s'unir pour faire face aux menaces terroristes, par exemple, en mettant en relief l'expérience en termes de sûreté et de sécurité. Traçabilité des passagers, contrefaçon et trafic de stupéfiants ou encore économie d'énergie, autant de sous-thèmes d'actualité au cours de cette rencontre d'Abidjan qui dure 3 jours et à l'issue de laquelle l'Union des gestionnaires des aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest élira son nouveau président. On s'intéresse à une activité économique. Les impôts ont un nouveau directeur général. Ouattarassi Abou a pris officiellement fonction hier. Il a été installé en présence du ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Il a un objectif à atteindre sur la période de juin à décembre 2016. Les services des impôts comptent réaliser 927 milliards de francs CFA de recettes. Ici, la Direction générale des impôts a un nouveau directeur. Du côté des forces républicaines de Côte d'Ivoire, des sous-officiers d'actifs viennent de faire leur entrée. Ils sont au nombre de 203, dont 28 jeunes filles. Ces membres de la 29e promotion générale de brigade Firmin de Toledo ont reçu leurs épaulettes hier au 1er bataillon d'Akwedo. Abou Sanougou. Elle est l'école qui forme les sous-officiers d'actifs, l'ENSOA. L'École nationale des sous-officiers d'actifs a accueilli la cérémonie de remise d'épaulettes aux élèves sous-officiers de la 29e promotion générale des brigades Firmin de Toledo. Après 16 mois de formation technique, tactique et physique, 203 stagiaires, dont 28 jeunes filles et 6 étrangers, notamment des Burkinabés, Maliens et Centrafricains, ont été jugés aptes. Avec la remise des épaulettes de sergents, ils font leur entrée dans la grande famille des sous-officiers d'actifs des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le général de Toledo Firmin a invité ses filleuls à observer la discipline militaire. Demeurer militaire, c'est-à-dire apolitique et soucieux de préserver la sécurité des personnes et des biens, la défense des institutions de la République,
et du territoire national. N'oubliez jamais que seul le souci du détail vous distinguera de la multitude et que vous êtes des professionnels au conflit de la conception et de l'exécution. Le représentant de la ministre Anne-Désirée Ouloto, marraine de la 29e promotion, général Firmin Detoleto, et le représentant du ministre chargé de la Défense ont recommandé aux nouveaux sous-officiers d'active d'être des modèles dans l'exercice de leurs fonctions. Jeunes sous-officiers, vous êtes ceux grâce à qui la mission doit réussir. C'est à vous que revient la responsabilité de l'ordre ultime ou du geste décisif. Par conséquent, votre autorité ne devra souffrir d'aucune contestation. Ce galon symbolise l'achèvement de leur formation et donc leur aptitude à exercer des responsabilités humaines et techniques. Il concrétise leur adhésion définitive aux valeurs du métier militaire. Après les forces républicaines de Côte d'Ivoire, parlons diplomatie. L'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire a organisé un dîner-débat autour de la création des opportunités pour les futures générations en Côte d'Ivoire. Terence Macaulay, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a été invité comme représentant de pays modèles pour partager les expériences de la première puissance économique du monde. Le diplomate américain a exhorté les États africains à s'appuyer sur 4 piliers pour réussir le virage du développement. Il s'agit entre autres du renforcement des institutions, la stimulation de la croissance économique et la valorisation de l'entrepreneuriat. Et que peut-on entreprendre si l'état de santé n'est pas au beau fixe, surtout s'il s'agit d'un problème de santé publique tel que les apnées du sommeil? La maladie touche 4 à 5% des hommes et 2 à 3% des femmes dans le monde. Les apnées de sommeil se manifestent par des arrêts involontaires de la respiration au cours du sommeil et surviennent le plus souvent chez les personnes en surpoids ou qui ronflent. Cette pathologie est peu connue selon les pneumologues et ceux de l'espace francophone reçoivent une formation à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Ami Sissoko. Dormir tout en faisant du bruit. C'est le quotidien de nombreuses personnes, perturbant ainsi leur sommeil et celui de leur entourage. Ce syndrome, c'est l'apnée du sommeil. C'est ma femme qui me dit chaque matin, de temps en temps, je te vois ronfler la nuit. Ça m'indispose un peu, le fait que je dérange ceux qui sont à côté de moi à cause de mon ronflement. Comment poser le diagnostic du syndrome de l'apnée du sommeil? L'expérience ici avec le patient combatté. Des capteurs sont donc mis au niveau du cou, des doigts et du thorax. Il s'agit d'analyser tous les mouvements respiratoires pendant le sommeil. Le patient, pendant la nuit, va s'arrêter de respirer de manière répétée, ce qui va avoir des conséquences sur son éveil, sur son état de santé. Après l'enregistrement, on va récupérer tout un ensemble de signaux que le médecin va devoir interpréter. On va savoir comme ça si le patient a besoin d'un traitement ou n'a pas besoin de traitement. Le ronflement et la somnolence sont les 2 signes majeurs de la maladie du sommeil et les personnes obèses sont les plus touchées. Ces troubles-là, c'est dû au fait que la langue qui est dans la bouche va chuter au niveau de l'arrière-gorge et donc ça va bloquer la respiration. C'est un problème de santé publique parce que vous multipliez par 2 à 3 toutes les complications cardiovasculaires. Tout ce qui est infarctus du myocarde, infarctus du cœur, donc tout ce qui est accident vasculaire cérébral. Maladie de santé publique sous-diagnostiquée. D'où cette formation de la Société de pneumologie de l'espace francophone et la faculté de médecine de Sfax de Tunisie. En Afrique, on n'a pas des chiffres exacts donc, sur le plan épidémiologique, mais très probablement cette maladie serait même plus fréquente que dans les autres régions du monde. Les médecins non informés peuvent passer facilement à côté de cette pathologie. Le ronflement, la somnolence, la fatigue et les migraines sont des signes de l'apnée du sommeil. Selon l'OMS, à l'échelle mondiale, 4 à 5% des hommes et 2 à 3% des femmes font des apnées du sommeil. Nous restons dans le domaine de la santé tout en nous penchant sur le don de sang. Qui peut donner du sang et qui peut en recevoir? Quelle compatibilité entre les différents types de sang? Pourquoi est-ce si important de connaître son groupe sanguin? Ami Sissoko répond à ces préoccupations. Bénédicte est drépanocytaire. Chaque mois, elle reçoit du sang. Sans cette poche de sang qui me permet de rester en vie, au moins pour un certain nombre d'années, je ne pense pas que je serai en vie.
Tout comme Bénédicte, elles sont nombreuses les personnes qui ont régulièrement besoin de sang. Et pour recevoir ce produit, il faut bien des donneurs car le sang n'a pas de substitut. C'est juste un geste honorable pour pouvoir sauver des vies puisqu'il y a plein de personnes qui en ont besoin. Le sang sauve des vies, mais il peut s'avérer dangereux. En clair, la compatibilité est primordiale. Chacun d'entre nous est défini par un groupe, c'est son identité. Et cette personne qui est du groupe O, si vous lui donnez du groupe A, vous allez créer un combat en son sein qui va entraîner sa mort. Dans la norme, il faudrait donner au patient du sang de son groupe sanguin et de son RH. Il y en a à peu près 36 systèmes de groupes sanguins. Malheureusement, la population, le commun des mortels, ne connaît que ce qu'on appelle le ABO, le classique, et c'est ce qui est le plus important. Okay? Vous avez le sujet, par exemple, cette patiente, elle est de groupe A. Vous voyez que la poche porte le groupe A. Mais les 35 autres qui sont présents dans cette poche, est-ce que c'est les mêmes que cette patiente-là a? C'est vrai que le A peut être pareil, mais dans les 35 autres systèmes, ça peut être différent. Au Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan, CNTS, pour garantir la sécurité transfusionnelle, des tests sont réalisés juste après prélèvement. Des appareils de dernière génération effectuent ce travail. On a deux types de techniques. On a la technique manuelle et la technique automatisée. Pour la technique manuelle, sont réalisés 2 prélèvements sur tube violet pour que 2 techniciens arrivent à déterminer le même groupe pour le même échantillon. La machine est plus fiable. Elle nous donne un groupe sanguin qui est plus fiable. Donc c'est un seul tube. Donc lorsque le tube est passé sur la machine, il nous donne le résultat. Les personnes du groupe O négatif sont donneurs universels. Elles peuvent donc donner du sang à un receveur de n'importe quel groupe, tandis que celles du groupe AB positif peuvent recevoir le sang de n'importe quel groupe. Ces personnes sont donc receveurs universels. Les produits sanguins avec solution de conservation ont une durée de 42 jours et sans solution de conservation, 35 jours, d'où l'appel récurrent du CNTS au don de sang. Ce sont les vacances scolaires. C'est l'occasion pour l'AIBF de sensibiliser les jeunes à l'éducation sexuelle et à la sexualité responsable. L'association s'apprête à investir pendant 5 jours la ville de Yamoussoukro pour susciter un changement de comportement au sein de la jeunesse. Soro Corona, Kwadio Kwami. Grossesse en milieu scolaire. Fléau raccourcissant le cursus scolaire de nombreuses jeunes filles et anéantissant les efforts financiers des parents d'élèves. En Côte d'Ivoire, le taux est en croissance au fil des ans. Plus de 5 900 écolières et élèves en grossesse au cours de l'année scolaire 2014-2015. À la fin du mois d'avril 2016, elles se sont illustrées avec 4 900 grossesses, un véritable record contre 4 250 à la même période l'année précédente. 77% de ces jeunes filles sont âgées de 9 à 18 ans. La plupart de ces filles tombent enceintes pendant les vacances scolaires. À quelques semaines donc de ce temps de repos, l'AIBF, Association ivoirienne pour le bien-être familial, s'implique dans la lutte contre ce fléau qui détruit l'avenir des jeunes filles. À cet effet, un camp de formation sur le leadership des jeunes a été initié. Il sera question de former ces jeunes leaders à l'éducation sexuelle complète et à la sexualité responsable. C'est le village de Koussoussou, dans la commune de Yamoussoukro, qui abrite cette première édition du camp de formation sur le leadership des jeunes. Les membres du mouvement Action des jeunes mages ont exprimé leur engagement contre ce fléau. Le camp de formation sur le leadership des jeunes de l'AIBF va durer 5 jours et concerne 250 jeunes âgés de 15 à 24 ans, venus de 9 régions du pays. Nous restons dans le cadre de l'éducation. Triple cérémonie au lycée Oufoué-Boigny de Cocody, de Korogo, inauguration d'infrastructures, baptême de la 43e promotion et prix d'excellence. Parrain de ces activités, le médiateur de la République. Ngolo Coulibaly a sensibilisé les élèves aux vertus de l'ivoirien nouveau prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Brahima Doumbouya, Walter Amadou Ouattara.
Triple cérémonie au lycée Houphouët-Boigny de Korogo. 79 prix remis aux meilleurs élèves, au personnel administratif et d'encadrement. Baptême suivi du passage de flambeau de la 43e promotion du lycée Houphouët-Boigny dénommée promotion Ngolo Fatoroma Coulibaly, grand médiateur de la République de Côte d'Ivoire, à leur cadet. À cette occasion, Coulibaly Zié, proviseur du lycée, a rappelé les résultats de son établissement en constante progression. Au BEPC, le taux de réussite est passé de 5,77 en 2011 à 69,45% en 2015. Au bac, le taux d'admission est passé de 22,39 en 2011 à 76,28% en 2015. Ces différents résultats justifient la nouvelle dynamique de l'établissement. Le parrain Ngolo Fatoroma Coulibaly, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, a invité ses filleuls à perpétuer la tradition de l'excellence en réussissant à leur examen de fin d'année. Soyez donc disciplinés, rigoureux avec vous-même afin que vos notes en fin d'année ne se confondent pas avec les coefficients de certaines matières. Abdoulaye Kouyaté, chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale représentant la ministre Kandia Camara, a exhorté les élèves à cultiver la persévérance et l'honnêteté au travail. Le porte-parole de la 43e promotion des classes de terminale, qui compte 376 élèves, dit avoir pris bonne note des conseils des différents intervenants. L'inauguration de la salle des professeurs, réhabilitée par la société minière de Tongon, a ponctué ces différentes activités au lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Après Korogo, direction Mans, la société coopérative Espoir vient de faire le bilan de l'année écoulée. Plusieurs réalisations et des performances ont été signalées, mais d'énormes difficultés ont été également déplorées. Le commentaire est signé Thérèse Tapeyouboui. Ce n'est plus un secret, les forêts ivoiriennes sont en voie de disparition. De 16 millions d'hectares dans les années 60, il n'en reste aujourd'hui qu'à peine 2 millions. Il est donc impérieux de freiner cette hémorragie qui est due en grande partie à l'agriculture, à l'exploitation abusive des forêts et aux feux de brousse incontrôlés. Quand nous parcourons l'intérieur du pays, les populations ont pris conscience. Donc nous sommes en train de renforcer leurs capacités pour leur permettre, comme je l'ai dit, d'introduire l'arbre dans le paysage agricole. Parce que c'est cela qui va sauver la forêt. Et le faire en leur donnant des incitations pour qu'ils soient encouragés à maintenir ces forêts sur pied. Cette initiative RED Plus est en phase avec le défi de Bonn qui vise la restauration de 150 millions de terres déboisées et dégradées dans le monde d'ici à 2020. Et la Côte d'Ivoire entend tirer au moins 10% des fonds mobilisés pour l'atteinte de cet objectif. D'où l'étude diligentée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, objet de cet atelier de restitution des résultats. La Côte d'Ivoire, dans la mise en œuvre de cette politique, bénéficie du soutien de l'Union internationale pour la conservation de la nature. En Côte d'Ivoire, on a presque 4 millions d'hectares comme opportunité de restauration. Ces 4 millions est réparti dans différents systèmes. C'est réparti dans les parcs et réserves, c'est dans les forêts classées, c'est dans le domaine rural. 40 millions de dollars, soit 20 milliards de francs CFA, sont déjà mobilisés pour le financement des projets de restauration des forêts en Côte d'Ivoire. Dès le mois de juillet, un premier projet de reboisement sera mis en œuvre dans la région de la Mé. Vous venez donc de suivre ce reportage de Herman Niamien sur les opportunités de restauration du couvert forestier dégradé en Côte d'Ivoire. Comme annoncé plus tôt, la société coopérative Espoir de Mans vient de faire le bilan de l'année écoulée. Plusieurs réalisations et des performances ont été signalées, mais d'énormes difficultés ont également été déplorées. Thérèse Tapeyouboui pour le commentaire. La société coopérative Espoir de Mans est créée depuis 2006. Elle compte 1220 producteurs, dont 75 femmes. Pour la campagne 2014-2015, la coopérative Espoir de Mans a collecté et commercialisé plus de 3000 tonnes de café et de cacao. Elle a procédé à la distribution de produits phytosanitaires, de 200 clés de séchage aux producteurs, au renforcement des capacités de ses membres et à la création de 25 écoles paysannes. La coopérative a néanmoins déploré des difficultés, notamment la concurrence déloyale de certains exportateurs érigés en pisteurs et acheteurs de produits, le racket sur les pistes, l'insuffisance de financement, le mauvais état des pistes villageoises. Pour les prochaines campagnes,
La société coopérative Espoir Demain prévoit la distribution de semences, de kits agricoles, ainsi que l'octroi de prêts de soudure à ses membres. Les autorités administratives de la région ont salué les performances de la coopérative et exhorté les membres à opter pour des produits de qualité. Celles dont les époux ont perdu la vie seront au centre des pensées demain jeudi 23 juin à l'occasion de la Journée mondiale des veuves. L'événement a été décrété par l'ONU pour interpeller l'opinion sur la situation de ces femmes qui, par la force des choses, vivent sans leur mari et pour qui la vie se présente chaque jour comme un défi. Cela est d'autant plus vrai que pour celles qui se retrouvent seules face aux épreuves. Notre reporter Serge Koleya a rencontré une veuve. Ce professeur d'anglais a bien voulu partager avec lui son quotidien, pas toujours facile. Je n'ai vraiment pas d'ennui, ni avec ma belle famille, ni avec quiconque. Mais le quotidien des mamans, ce n'est pas facile. Quand vous donnez 2 kilos de riz à une, plus un sachet d'huile, en partant, elle a l'impression qu'on va la poursuivre pour lui arracher encore tellement elle est étonnée. Parce que c'est la misère totale. Nous avons des veuves qui ont été traumatisées pendant les cérémonies de veuvage, qui ont été battues, qui ont été dépouillées de tout. On en a une qui avait même été jetée en prison. Les enfants n'ont pas à manger, puisque la maman ne travaille pas, le papa ne vit plus. Ils sont obligés de s'adonner à n'importe quel vice. Et c'est dangereux pour la sécurité de la nation. Hors de nos frontières en Libye, des combats opposant forces loyalistes et les terroristes du groupe État islamique ont fait au moins 34 morts et 100 blessés du côté des forces pro-gouvernementales. Ces violents combats ont eu lieu hier à Sirte, au centre-nord de la Libye. La ville est le fief du groupe L depuis juin 2015. Les forces du gouvernement d'Union nationale tentent depuis la mi-mai de reprendre la ville aux terroristes. Tir de Kalachnikov et combat à l'arme lourde. Ce mardi a été la journée la plus sanglante pour les forces libyennes depuis le début de leur offensive contre les membres du groupe État islamique à Sirte. 34 membres de l'armée ont perdu la vie dans des combats meurtriers, ce qui porte à près de 200 le nombre de loyalistes tués depuis le début de l'offensive le 12 mai dernier. Les troupes du gouvernement d'Union nationale sont ralenties dans leur progression à Sirte par les contre-offensives des djihadistes qui ne veulent pas lâcher prise. Les combattants de Daesh emploient de nombreuses techniques pour faire face à l'avancée de l'armée libyenne. Ils se barricadent dans les maisons, postent des francs-tireurs sur les toits et utilisent des kamikazes. Malgré toutes ces embûches, les forces libyennes ont pu entrer à Sirte le 9 juin dernier avant d'y encercler les djihadistes dans une zone résidentielle de 5 km². Pour l'heure, le bilan global des pertes djihadistes n'est pas connu. Le pays semble loin d'en avoir fini avec la spirale de la violence. La Libye, minée par les luttes de pouvoir où l'accès aux armes est facile, peine toujours à sortir la tête de l'eau, malgré l'installation depuis fin mars à Tripoli du gouvernement d'Union nationale. En France, après s'être vu interdire de défiler à Paris par la préfecture de police, les syndicats opposés à la loi travail ont finalement obtenu le droit de manifester jeudi 23 juin à Paris sur un parcours défini par le ministre de l'Intérieur. Le cortège partira de la place de Bastille à 14h, puis fera le tour du bassin de l'Arsenal avant de retourner à la Bastille, soit un trajet de 1,6 km. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a prévenu qu'aucun débordement, aucune violence ne serait tolérée. Les Britanniques se prononceront demain sur l'avenir du Royaume-Uni au sein ou en dehors de l'Union européenne. Impact sur l'économie et la politique, indépendance de l'Écosse, frontière avec l'Irlande, autant d'inconnus dont l'issue sera déterminée par le choix des électeurs lors du très attendu référendum sur le Brexit. Un scrutin crucial pour Londres, puisqu'en cas de victoire du camp du Leave et de mise en place d'une procédure de retrait, la vie politique britannique serait complètement bouleversée. L'enjeu est aussi de taille pour Bruxelles, qui se retrouverait pour la première fois confrontée à la sortie d'un État membre. Scénario noir pour l'économie britannique en cas de Brexit, à en croire les experts du FMI. La perte de nombreux marchés financiers scellés sous le pacte du libre-échange avec l'Union européenne entraînerait un ralentissement de l'économie, soit 1,7% dès cette année et 1,4% en 2017.
Les experts évoquent une possible récession avec une baisse de moins 0,8%. En cas de rupture avec le marché unique européen, la livre sterling risquerait de s'effondrer face au coût élevé des produits importés. Conséquence, l'inflation grimperait à 4% en 2017 au lieu de 1,9% initialement prévu. 3 millions de Britanniques se verraient retirer l'espace Schengen et le marché commun, important vivier d'emploi pour le pays. Le taux de chômage passerait alors de 5% à 6,5% en 2018. À cette allure, la croissance du pays devrait prendre un coup. Le Brexit, bénéfique pour le pays, possible, selon les experts du FMI. Le Royaume-Uni serait alors complètement spécialisé dans les services, tandis que les secteurs manufacturiers et agricoles disparaîtraient. Pour les partisans du Brexit, ce divorce avec l'Union européenne permettra de faire diminuer le flux d'immigration. En outre, le marché européen serait déstabilisé si un pilier économique tel que le Royaume-Uni venait à partir. Certains pays de l'Union européenne verraient leur économie impactée en raison des échanges commerciaux. En cas de maintien dans l'UE, une hausse de 2,2% du PIB en 2017 serait alors attendue et le pays serait toujours au centre de négociations internationales, tant politiques qu'économiques. À la veille du référendum, 12% des votants seraient toujours indécis selon les derniers sondages qui donnent les deux camps au coude à coude. Plus de libéralisme, moins d'importance accordée à l'euro et la limitation des droits des immigrés européens sont là les quelques revendications du Royaume-Uni en désaccord avec les politiques européennes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée sur RTI1.